nous sommes très heureux de vous accueillir à l'AG 2024 du CIGREF. Et comme le mentionnait Mohamedou, 2024, eh bien, c'est l'année des JO de Paris qui ont été un véritable succès. Et vous y avez largement contribué en étant directeur de la technologie et des systèmes d'information du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors, rares sont les dirigeants du numérique qui ont fait la une du journal L'Équipe. Oh là. Magique, magnifique, monumental. Tel était le titre du 3 septembre 1990, qualifiant vos exploits. Donc 2 jours avant, non seulement vous gagnez au championnat d'athlétisme, d'Europe d'athlétisme du 4 x 100 mètres, avec vos coéquipiers, Max Morinière, Daniel Sangouma et Jean-Charles Trouabal. Mais en plus, eh bien, vous avez fait rêver la France et le monde en y battant le record du monde avec 4 centièmes de moins que le record établi par le mythique Carl Lewis et les siens aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984. Cela nous donne envie d'en savoir davantage sur vous. Qui êtes-vous, Bruno Marie-Rose ? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, peut-être en introduction, ce n'est pas cet exploit qui m'a amené à être DTSI de Paris 2024. Je ne sais pas si les Jeux auraient pu avoir le même succès. Non, effectivement, j'ai toujours eu l'envie de me nourrir d'expériences différentes. Très tôt, donc j'ai voulu faire ces études en même temps que ma carrière. Et c'est vrai que je me rappelle... Après mes années lycée, je suis rentré en classe préparatoire et c'est vrai que cette première en maths sup, j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques à Los Angeles. Alors on me dit comment t'as fait? Alors j'ai bénéficié vraiment de beaucoup de chance puisque j'ai pu m'organiser, j'ai pu m'entraîner. Mais c'est vrai que dès ce moment-là, le fait de pouvoir d'un côté me nourrir des capacités à me développer entre guillemets intellectuellement m'a toujours servi pour le monde du sport et vice versa. On voit souvent que dans sa carrière sportive on peut être amené à avoir des blessures et c'est vrai que avoir quelque chose entre guillemets à côté permet de récupérer plus vite. Alors quelques années plus tard, c'est vrai que maintenant ça serait sûrement un petit peu plus compliqué parce que les niveaux d'entraînement augmentés, il faut effectivement se consacrer de plus en plus à son entraînement. Mais en même temps, voilà, je l'ai fait et j'ai eu la chance en 2017, et je suis rentré au comité en 2018, de pouvoir effectivement allier ma passion avec ma profession. Et donc c'est pour ça que je suis rentré à Paris 2024. Ben merci. Maintenant que nous en savons davantage sur vous, j'aimerais vous interroger plus précisément sur les JO. Donc l'aventure des JO, comme vous le mentionnez, a commencé pour vous en juillet 2018. Et votre mission, ça a été de construire de A à Z les systèmes d'information, de choisir les technologies, d'identifier les innovations pour répondre aux besoins très variés des Jeux Olympiques. Racontez-nous cette aventure. Alors je vais essayer de la raconter en peu de temps. Peut-être juste pour comprendre un peu le périmètre de la DTSI des Jeux Olympiques. On peut résumer à 3 piliers qui ne sont pas de la même taille. Le premier pilier, c'est une DSI classique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le comité d'organisation est lui-même une entreprise et il a besoin de moyens numériques pour pouvoir travailler. Donc lui fournir son système d'information, ses moyens de télécommunication. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Alors je me suis dit, les Jeux, ils ont lieu tous les 4 ans, donc on va un peu débrancher ce qui a été fait avant et on va rebrancher pour Paris.
Non, sur ce sujet-là, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis retrouvé l'année d'après à déployer des systèmes ERP complets, finance, RH, avec un grand ERP germano-américain que vous connaissez tous. Et en plus, avec cette caractéristique, c'est que le comité d'organisation a une croissance de start-up. Quand je suis rentré au comité d'organisation, dans la totalité, nous étions une trentaine. Dans ma direction, parce qu'avec un recrutement très top-down, j'étais le deuxième en tant que directeur. Et voilà, donc on est monté à plusieurs centaines de milliers, sur l'ensemble du comité d'organisation, donc un système d'information qui doit tenir compte de cette caractéristique, sachant qu'à la fin on sait déjà et on est en train de tout débrancher, tout décommissionner. Donc ça c'est le premier pilier qui est une DSI classique. Et puis le deuxième pilier, c'est la technologie de l'événement. La technologie de l'événement commence aussi bien dans les stades, avec le chronométrage, avec les écrans, l'affichage. C'est aussi le système d'information pour les opérations. Il faut comprendre que pour les Jeux Olympiques, c'est comme une mini-ville avec des besoins de transport, des besoins d'hébergement, des besoins de nourriture. Et à chaque fois, il faut une application numérique pour pouvoir gérer tout ça. Et puis évidemment des moyens de communication juste colossaux, puisqu'on se doit de mettre en place la diffusion des images de télévision dans le monde entier, avec des enjeux effectivement de fiabilité extrême. Alors autant sur le premier pilier, on apprend un peu en marchant parce qu'on grossit, on affine nos processus, et voilà. Autant sur le deuxième pilier, vaut mieux pas trop qu'on parle de nous, c'est pas très bon signe. Et puis il y a un troisième pilier un peu transversal. Le premier, et je pense que vous l'avez tous vu dans la presse, c'est que nous sommes, et je vous confirme que nous sommes toujours un des événements les plus attaqués du monde. Et effectivement, c'est la sécurisation de l'événement, donc la cybersécurité. Clairement, on dépendant très fortement des aléas géopolitiques qui sont effectivement très contraignants en ce moment. Mais heureusement, et je peux en parler avec soulagement après, voilà, bon. Je peux vous donner quand même un chiffre pour vous donner un ordre de grandeur, sûrement très similaire au domaine bancaire. On a eu plus de 54 milliards d'événements de cybersécurité sur la période. Alors un événement peut être aussi, je dirais, quelque chose d'anodin, mais avec aucun événement de cybersécurité qui a pu aller jusqu'à un impact sur l'opérationnel. Et puis, quand je dis très dépendant de la géopolitique, imaginez qu'on a un événement où on arrête le patron de Telegram en plein milieu des Jeux Olympiques. Je pense que dès le lendemain, les intérêts de la France étaient exposés. Donc ça, c'est ce pilier opérationnel. Et puis il y a un pilier dans ce troisième pilier, il y a des enjeux qui sont plus stratégiques. Comment faire en sorte que Paris 2024, là, de livrer l'événement, soit une des meilleures éditions des Jeux qu'on ait pu voir. Donc la technologie soit directement inscrite. C'est la notion on en a parlé, de numérique responsable. Dès le départ intégré dans notre stratégie. Je me rappelle en 2017, sortant du monde bancaire, je parlais le blockchain, je parlais un certain nombre, je dirais, de numérique mobilisant beaucoup de ressources, et très vite, et c'est vraiment ça la force de cet événement, de comprendre que cette stratégie de numérique finalement frugale, simplement pour pouvoir livrer les moyens d'un événement extraordinaire, n'avait pas besoin, je dirais, de surcapacité de ressources. Et ça, très vite, ça a été intégré dans notre stratégie. J'ai appris à parler l'équivalent kilotonnes carbone de consommation de numérique. Et effectivement, c'est un objectif, on est en train de publier le rapport, mais qu'on a pu atteindre. Donc ça, voilà, ça c'est important. C'est aussi l'innovation. Quand on dit innovation,
je distingue je dirais le showcasing, c'est-à-dire l'ensemble des technologies mises en place par nos partenaires pour démontrer le savoir-faire de demain. C'est vraiment ce que j'appelle l'innovation utile. C'est comment nous allons mettre en place des choses nouvelles qui vont valoriser l'événement pendant qu'il a lieu. Et on pourra en parler, mais il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Et puis là, on est en plein dedans, mais ça a commencé avant, c'est l'héritage. C'est comment faire en sorte que tout ce qui a été mis en place pendant ces 2 fois 2 semaines de Jeux Olympiques et Paralympiques puisse servir le mouvement sportif dans sa globalité. Et on s'aperçoit que ça a été aujourd'hui même plus loin que le mouvement sportif, parce qu'on a pu mettre en place des méthodes de travail, que ce soit le rapprochement entre l'État et le monde économique, le rapprochement entre les équipes françaises et les équipes internationales. Donc on a mis en place un certain nombre de méthodes qui, j'espère, pourront se capitaliser dans le futur. Alors peut-être juste, pour vous donner quelques exemples en termes de dimensionnement, donc j'ai parlé de communication. On a calculé qu'on a utilisé presque 384 000 km de fibre optique, l'équivalent des distances Terre-Lune. C'est alors juste pour le comité d'organisation et l'ensemble de ses parties prenantes, 3 pétaoctets de trafic Internet, c'est l'équivalent d'une ville moyenne de 60 000 habitants, par exemple. Bon, voilà, il y a eu beaucoup quand même d'utilisation technologique, mais à chaque fois avec l'objectif de le rationaliser pour faire en sorte qu'on le réutilise derrière et que ça serve les intérêts d'héritage. Donc voilà, j'ai eu aussi presque 8000 mètres carrés d'écrans géants qui ont été installés un peu partout. Donc beaucoup de moyens technologiques. Et en termes de DSI, donc j'ai dit que j'étais arrivé le 2e en 2018. À la fin, c'est piloter une équipe d'environ 5400 personnes. Voilà, je viens de sortir les chiffres des accréditations. Et donc, tout un travail effectivement de recrutement, brique par brique, avec évidemment des croissances qui sont très très fortes, mais des vrais enjeux managériaux, parce que ce projet, on sait qu'à la fin, ce sont les hommes et les femmes qui font la différence, parce que dès 2023, où on a commencé à être proche de la livraison, on a basculé dans ce qu'on appelle l'operational readiness, avec beaucoup de tests. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que les compétences des gens à réagir devant le stress, devant les aléas. Et d'un point de vue managérial, c'est aussi une grande aventure pour pouvoir accompagner ces équipes qui grossissent très très vite. Et puis, par exemple, je vous donne un exemple, quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est aussi une transformation d'entreprise. Parce qu'en 2023, on a dû faire changer d'activité 30%, entre 30 et 40% des gens de la DSI. C'est-à-dire que le métier qu'ils exerçaient au moment de rentrer dans le comité d'organisation n'était pas le même métier qu'ils exerçaient pendant les Jeux. Voilà, un chef de projet SI, il n'a rien à faire, j'espère, il n'y a pas de bug, ça marche parfaitement bien, il n'a rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il se déploie sur les sites et il va changer de métier pour pouvoir le faire. Donc, c'est une transformation d'organisation qui, voilà, à chaque fois qu'il y a des changements de métier, c'est anxiogène, il faut accompagner les gens. Et puis voilà, aujourd'hui on est dans cette dernière phase où on a tous signé sa convention de plan de départ volontaire. Il y a une fin à gérer avec effectivement des départs réguliers. Donc voilà, c'est une très belle aventure avec, je dirais, une expérience évidemment qui va nous marquer jusqu'à la fin. Donc Bruno, vous aimez les défis, vous êtes leader de l'IT, double recordman du monde en athlétisme et certainement d'autres victoires moins médiatiques. Quelles leçons souhaiteriez-vous partager avec l'écosystème numérique ? Non, j'espère avoir l'humilité de ne pas donner des leçons en termes de DSI. Non, ce qui est intéressant peut-être
à comprendre, c'est par rapport à l'expérience que j'ai vécue et ce double parcours, c'est de pouvoir d'avoir pu mettre en place ces passerelles entre le monde du sport et le monde professionnel finalement. Sûrement un certain nombre d'entre vous ont pu assister à des conférences d'inspiration par rapport à ce qui a pu être fait dans le monde du sport. Ce qui est intéressant par rapport à l'expérience que j'ai vécue, c'est que j'ai pu être un manager coach. J'ai pu être un manager coach et se dire, en discutant avec mes entraîneurs individuels, mon entraîneur du relais 4x100 qui nous a amené au record du monde, lui dire mais comment as-tu pu nous mettre dans ces conditions de performance finalement, puisque individuellement on était tous très très proches, très concurrents, et puis il a su mettre en place un relais 4x100 pour battre ce record du monde. Et ben 30 ans après, ces ingrédients sont intéressants. Évidemment, ça ne vient pas que du sport, mais c'est vrai que, je prends juste un exemple, la notion de feedback par exemple. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, dans le monde RH, c'est pas évident. Puis en plus, dans notre tradition, ça peut être une critique, etc. Mais dans le monde du sport, moi, quand je faisais mes séries de 100 mètres, si mon coach, il me disait pas, est-ce que ton bras est bien placé, est-ce que ton genou est bien placé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de naturel dans le monde du sport et qu'on essaye de transposer naturellement dans le monde de l'entreprise. En plus, effectivement, dans le comité d'organisation, et Tony Estanguet, premier ancien olympien, donc c'est comment, au-delà de l'aspect inspirationnel et finalement qui est éphémère qu'on peut voir, comment vraiment on applique des méthodes d'engagement d'entreprise, d'engagement de collaborateurs inspirées des méthodes du sport. Merci, vos messages sont pleins de dynamisme. Et ils nous appellent collectivement à l'action, à progresser. Et peut-être un dernier message pour conclure. Et puis je sais qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont parmi nous. Je sais qu'il y a au moins une lycéenne, et sinon des étudiants ou des jeunes professionnels. Peut-être en mot de conclusion. Oui, alors un point pour moi que je retiens par rapport au succès des Jeux, et j'ai fait référence à Tony, notre président, c'est dès 2019, on a travaillé sur la vision. Alors effectivement, et je vais les reprendre et vous allez voir pourquoi c'est important de les lire. Ça a été important d'autant plus que, si vous vous rappelez, je pense que c'était en 2023, il y avait une sorte de géobashing très très fort. Comment vous pouvez continuer à engager vos collaborateurs? Je me rappelle dans les soirées avec mes amis, j'osais même plus dire que j'ai travaillé au comité d'organisation et c'était compliqué, effectivement, avec des moments de doute. Et du coup, tout l'exercice qu'on a fait en 2019 a été de définir cette vision des objectifs de Paris 2024 et au-delà de ça, comment, moi, une DTSI très très austère, très très rigoriste, on pouvait la décliner. Et le premier pilier de cette vision, c'est la promesse. Donc la promesse de Paris 2024, et du coup, c'est la technologie sera un outil utile à tous, elle sera un vecteur d'inclusion des publics, elle servira à la mission éducative du projet des Jeux, et elle engagera un écosystème diversifié, partenaires, start-up. Donc effectivement, c'est des choses qu'on a réussi à faire. Une volonté des Jeux révolutionnaires, spectaculaires et durables, du coup comme on fait dans la technologie, elle permettra de renouveler le modèle des Jeux. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a fait en offrant une expérience spectateur innovante et unique pendant les Jeux. Donc toutes les animations sur les écrans géants, tout ce qu'on a pu faire en place, et en intégrant le respect de l'environnement, j'en ai déjà parlé, et en proposant des solutions pérennisées pour la transformation du savoir-faire. Donc on a décliné un certain nombre de visions et au final, dans ces périodes de turbulence, on s'aperçoit que même une direction très technique, le fait de garder le cap, le fait de savoir pourquoi on se lève le matin, au-delà de faire ces tests techniques et de débugger ces systèmes d'information, ça permet effectivement d'aller jusqu'au bout et de traverser. Et au final, qu'on soit une DSI, qu'on soit
je dirais, une direction métier. Je dirais le pilier de cette vision que je retiens à la fin, c'est celui que j'ai gardé, c'est que le sport change les vies. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de démontrer. Un grand merci pour votre témoignage, Bruno.